Aloha Mahekako. Je m'appelle Alexander Mawyer et je suis un anthropologue linguistique et culturel et associate professor des études du Pacifique au Centre des études sur les îles du Pacifique at the University of Hawaii at Manoa, également connu sous le nom de CIPIS. Avant d'aller plus loin, je tiens à exprimer ma gratitude aux organisateurs et collègues qui ont rendu possible cette occasion d'entretenir un dialogue approfondi autour des trajectoires de l'Océanie, et notamment de l'idée maîtrisée de trajectoire. Cette mot-clé qui attire dans la visibilité de manière intense peut être en train d'accélérer et certainement changera-t-il radicalement la route des imaginaires et des matérialités des communautés de l'Océanie, qui comprisent les Kanaks Nouvelle-Calédonie et les voisins de cette mer des îles, particulièrement en ce moment où, dans pratiquement tous les domaines, tout ça qui a été solide et qui semblait autrefois immuable semble maintenant avoir fondu dans l'air ou, à moi, devenir plutôt squishy ou plastique. Je tiens tout particulièrement à remercier Yann Bevante, Bernard Rigaud, Nathalie Moulin, Troca et l'Université de Nouvelle-Calédonie pour leur généreuse invitation et leur soutien à cette réunion. Mahalo nui loa, maurua ya'uto, maurui aki kilkoto. Thank you so much for this invitation. Et finalement, je veux tout donner mes remerciements à les oreilles francophones. Je suis meurtrier de syntaxe phonétique, les sons de le français. OK. On commence. Cependant, à la suite de l'invitation à vous rejoindre pour cet événement, je me suis trouvé profondément intrigué par le nom frappant de votre institut de recherche qui indique les trajectoires de l'Océanie. Avec cette idée de trajectoire à l'arrière-plan, mes commentaires aujourd'hui reposent sur mon expérience comme anthropologue arrivé à l'âge professionnel dans les années 80 et travaillant depuis lors exclusivement dans l'anthropologie océanienne, le pluriel intentionnel. Finalement aussi, je suis instructeur depuis 5 ans de cours annuels de méthodologie de recherche à UH Manoa pour les étudiantes à la maîtrise et à doctorat intitulé Researching Oceania. Pour moi, ce contexte professionnel devient de plus en plus des sites étranges, des sites où les prédits, les attendus, les normands deviennent de plus en plus étranges. Mon expérience récente en examen des soumissions à ma journal, The Contemporary Pacific, et mes engages avec des groupes de recherche et en supervisant mes étudiants, de qui quelques sont certains de devenir les professeurs universitaires et des chercheurs régionaux de demain, suggèrent que les anthropologies océaniennes et les études du Pacifique, toutes disciplines confondues, sont de plus en plus attendues et aussi de plus en plus mal attendues. Le résultat a été une sorte de changement radical dans ma façon de penser de où nous venons, qui nous sommes maintenant et qui nous devrions peut-être aller en tant que communauté régionale de chercheurs. Alors, d'où venons les chercheurs des études du Pacifique? Nous venons dans la fameuse phrase de Gauguin. Quelle trajectoire avons-nous emprunté? J'aimais cette question. Je pense que nous devrions tous les demander régulièrement dans toutes nos disciplines. On sait souvent des idées de Andrew Abbott, encore frais, selon lesquelles nous sommes entrés dans une période de chaos parmi les disciplines dans lesquelles il n'est plus aussi facile comme il aurait été jadis de déterminer les limites de nos visions disciplinaires ou les limites d'une discipline commence à une autre fin. Maintenant, c'est pas encore simple de demander comment les communautés épistémiques sont constituées par un ensemble particulier d'engagements ontologiques ou comment les méthodes d'investigation de ces ontologies par la recherche sur les pratiques et les expériences intimes des communautés humaines et des individus qui les composent sont validées et opérationnalisées, ou comment les cadres épistémologiques et les procédures d'évaluation de la faisabilité de chaque de nos résultats par l'analyse et l'interprétation sont mis en place. Dans mon sous-domaine particulier d'anthropologie linguistique, cette branche de l'étude de la dimension humaine qui interroge les intersections du langage et de la culture, la diversité, la pluralité et la unicité ont peut-être
étaient les orientations ou fondements méta-anthropologiques les plus fondamentaux. En effet, ces trois termes ont joué un rôle extrêmement important dans cet espace de recherche, avec une signification immense pour sa longue trajectoire. J'ai proposé qu'il soit utile de réfléchir un instant au croisement de ces trois orientations. C'est l'œuvre subdivisée en régions de Mélanésie, de Micronésie et de Polynésie sur les bases de plusieurs critères qui incluaient les faits linguistiques perçus à partir des chercheurs du début du 19e siècle, la perception des îles du Pacifique et leurs communautés en tant que système modèle superlatif pour les sciences humaines et naturelles a conduit les chercheurs à identifier la région comme particulièrement bien adaptée aux sciences comparatives de l'époque de Dumont d'Urville à Alexander William Humboldt à nos jours. Dans le cas de la langue, l'étude systématique de cette région a été guidée par les tensions productives entre la diversité et la pluralité des formes et fonctions linguistiques dans des communautés plus ou moins liées entre elles, des cultures et des histoires dont le caractère de différence était perçu comme permettant une comparaison contrôlée exemplaire entre différentes communautés d'atolls, entre atolls et les îles Hope, entre les sociétés hautement et moins stratifiées, entre chiefly societies et sociétés sans chef ou organisées par des big men, et entre contextes socioculturels plus ou moins égalitaires en termes de genre. La proximité évidente des langues polynésiennes reflétait dans nombreux domaines comme les noms, couleurs, parties de corps, dexis spécial, pronoms personnels, temporalité et saisonnalité, les termes de la boussole du vent, entre autres, a rendu la comparaison entre ces langues très attrayante, particulièrement contrastée avec ça qui semblait parfois le caractère cacophonique des relations linguistiques dans les langues non-austronésiennes, et en particulier en Papouasie-Nouvelle-Guinée et ailleurs dans le sud-ouest du Pacifique, a récemment renommé par les linguistes les Papouasphères, Palmer et al. 2018. À l'intérieur de ce vaste contexte, la tension entre diversité, pluralité et le caractère unique des langues en Océanie a servi comme une machine théorique, a theory machine, à une grande partie de l'interrogation générale sur la culture et de la gestalt des dimensions humaines dans la région. En d'autres termes, la diversité et la pluralité ont été à la base de nombreuses recherches qui, autrement, n'auraient pu sembler ou avoir été un projet régional cohérent. La diversité des discours académiques autour de langues de l'Océanie est au centre de préoccupations majeures. Questions comme pourquoi il y a tant de langues dans des contextes insulaires singuliers tels que Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Vanuatu, la Nouvelle-Calédonie? Les contingents de la géographie insulaire ou de la biogéographie sont-elles responsables à l'immense nombre de langues? Quelles dynamiques sociales ou culturelles pouvant être déterminantes pour le nombre de langues parlées? Inversement, à quelle vitesse de langue insulaire ces différenciations est-elle dans les conditions de voyage océanique et de peuplement de nouvelles îles? Quels facteurs jouaient un rôle important dans la conservation ou l'innovation des ressources syntactiques, phonétiques, sémantiques ou pragmatiques? Dans quelle mesure les changements de langue pourront-ils être entendus et intensifs en raison de l'interaction entre les îles après le settlement? De même, la diversité typologique des catégories d'éléments linguistiques et de leur fonction dans les langues de l'Océanie a également motivé de nombreux travaux sur un certain nombre de questions intéressantes. Il y a-t-il des limites à la variation linguistique au sein des groupes de langues dont les relations génétiques sont établies? Quels domaines sont les plus susceptibles de varier après une divergence historique résultant des voyages et de l'installation de nouvelles îles des groupes humains? Et quels domaines sont les plus résistants au changement dans le temps? Récemment, l'attention s'est de plus en plus tournée vers la question de perte des langues, et perte de diversité et de vitalité des langues de l'Océanie. Les langues et la diversité linguistique régionale de l'Océanie sont-elles plus menacées qu'auparavant?
Quelle dynamique sociale, politique et culturelle coloniale et post-coloniale jouait un rôle dans l'évolution de la diversité linguistique dans la région? Les cultures insulaires sont-elles plus ou moins résistantes au changement et à la perte de langue que les contextes continentaux? La perte des biodiversités insulaires, des déprédations humaines à la dégradation de l'environnement ou au changement climatique, est-elle liée à la perte de diversité linguistique ou de diversité culturelle, comme a demandé ma fille en 2005? De même, à moi, deux sens de la pluralité sont des contextes de longue durée pour l'étude du langage en Océanie. Ironiquement, les contextes insulaires de l'Océanie ont mis en évidence à quel point les communautés de la parole sont rarement isolées de leurs voisins et ne sont jamais homogénées sur le plan interne. La multilingualisme dans la pluralité de la vie sociale au sein des communautés insulaires et entre celles-ci a constitué un contexte important pour les chercheurs sur le terrain et les études des langues du Pacifique, notamment les contacts et l'émergence de langues pidgin et créole. Par rapport au grand nombre de langues de la région et à leur relation génétique, un second sens de la pluralité peut être identifié dans la forte position comparative des enquêteurs sur le terrain en ce qui concerne l'engagement ethnologique et ethnographique avec les communautés linguistiques de l'Océanie, à leur variation de culture et de langage. Percevant des groupes de familles de langues plus proches qui contrastent avec les autres familles et qui déroutent et tentent de cerner les dimensions historiques et ethnologiques et les échelons historiques de ces différences plurielles comme reflétant des histoires de règlements ou d'interactions par ailleurs mystérieuses et séduisantes dans le mystère. Enfin, les préoccupations relatives à la diversité et à la pluralité dans l'anthropologie linguistique en Océanie et plus généralement dans les études linguistiques ont une longue histoire de documentation ethnographique sur la variation des normes de communication, des répertoires linguistiques, des styles, des registres, des codes et du changement du code, des genres poétiques et des actes du statut, du sexe, de la personnalité, ainsi que la création ou du maintien des communautés de parole et de leurs frontières, plus ou moins poreuses, dépendantes et définitives de la position fondamentale des chercheurs autour d'un caractère, d'une qualité, d'une dimension de unicité par rapport à la langue, à l'effet linguistique de leur étude. L'objectif de documenter des formes et des conversations uniques mises en place et très localisées et donc également centrées a été un moteur pour les chercheurs en langue au cours du dernier siècle en Océanie. La perception de l'interpellation de l'Océanie à l'anthropologie linguistique et linguistique comparative commence par l'ethnographie de l'unicité irréducible des cultures insulaires discrètes incorporées dans un programme plus large par les présomptions pluralistes de homologies en Polynésie ou en Micronésie, ou de homologies fréquentes selon les domaines des langues océaniennes austronesiennes, contrastées par le principe de diversité évaluable par le caractère distinctif et par les différences parfois radicales entre le langage de la Papouasie continue d'orienter et de motiver des recherches extrêmement productives et souvent passionnantes sur la langue et la culture en Océanie. Donc, la diversité, la pluralité et la unicité irréductible sont des traits centraux et persistants de la theory machine de l'Océanie. Durant la période des débuts des Européens ici en Pacifique, du XVIIe jusqu'au XIXe siècle, l'altérité distinctive des dimensions sociales et non linguistiques du social et de la culture étonnait les voyageurs européens et mettait en forme toute une industrie de machines théoriques ayant pour but de documenter et donner un sens aux faits ethnographiques et ethnologiques de diversité, de pluralité et de unicité, comme les preuves, les faits pratiques des communautés de la région, par exemple, les langues parlées dans des communautés séparées par des distances considérables dans les plus grands océans du monde. Considérez ça comme une préoccupation profonde pour la pluralité, l'existence d'un assemblage solide de contextes socioculturels et linguistiques
relativement proche qui, nuancé par la théorie des ensembles, laissait entrevoir la possibilité d'un vaste projet comparatif ressemblant à une famille. Ok, cela a été une histoire fondamentale de l'anthropologie linguistique dans la région, tout ce mois. Mais sur quel autre problème, question urgente, préoccupation urgente concerne le langage et le langage en Océanie où nous ne travaillons pas, mais cela nécessitera bientôt une proche attention. Quel autre problème devrait peut-être déjà engager à moi une partie de nos énergies en plus de nos contributions vers la documentation linguistique, la conservation et ça que j'ai commencé à qualifier des processus de vitalisation, comme on rejette un peu discrète des termes revitalisation qui, à mon sens, ne rendent pas compte de manière hétérogène et multiple dans lesquelles les langues sont exprimées ou intextualisées, dans lesquelles le langage trouve fraîcheur d'un ici et maintenant, c'est-à-dire d'une vie réalisée ou actualisée. En un sens, la revitalisation d'une partie de la compétence ou de la performance linguistique n'est qu'un type de process de vitalisation, qui est plus exactement la partie de couple liée à la perte de langage. Quoi qu'il soit, quelle nouvelle trajectoire devrions-nous suivre avec la boîte à outils robuste et désormais bien établie de l'anthropologie linguistique en Océanie? C'est pas mal comme question, je pense. OK. All right. Réfléchis au rôle de la diversité, de la pluralité et de la unicité qui a fourni une sorte d'orientation méta-anthropologique en anthropologie linguistique, mais également amené à m'interroger sur les fondements conceptuels, les orientations, les trajectoires de l'anthropologie en Océanie au sens large. L'un des projets les plus intéressants dans lesquels je me suis impliqué au cours des 5 dernières années a été le travail avec mon co-auteur Alan Howard, professeur emeritus en anthropologie à l'Université de Hawai'i, bien connu pour ses recherches à long terme à Rotuma, dans une analyse au cours de l'histoire de l'anthropologie dans les îles du Pacifique après la guerre. Comme en témoignent les sessions organisées et les communications présentées à réunion annuelle de l'Association pour l'anthropologie sociale en Océanie, pour lequel j'ai occupé le poste de coordinateur de programme pendant plusieurs ans et pour qui je sers maintenant dans le board de direction. Comme Howard a noté, le ASAO a été créé par Vern Carroll, élève de David Schneider à l'Université de Chicago. Carroll avait effectué de vastes travaux sur l'atoll de Nuku'oro, un site polynésien situé en Micronésie, et était séduit par les possibilités de comparaisons contrôlées en Polynésie et en Micronésie. L'anthropologie sociale britannique, African Political Systems in 1940 and African Systems of Kinship and Marriage in 1950, inspirait l'idée d'une telle recherche et des publications fondées sur celle-ci, comme la publication de Marshall Salins intitulée Stratification sociale en Polynésie in 1958. Radcliffe Brown fit casse à la méthode comparative de la manière suivante. Pour l'anthropologie sociale, il s'agit de formuler et de valider des annonces sur les conditions d'existence des systèmes sociaux, lois de la statistique sociale et les régularités observables dans les changements sociaux, lois de la dynamique sociale. Cela ne peut être fait que par l'utilisation systématique de la méthode comparative. Et la seule justification de cette méthode est de s'attendre à ce qu'elle nous fournisse des résultats de ce type ou, comme l'a dit Boaz, à connaître les lois du développement social. Ce n'est que dans le cadre d'une étude intégrée et organisée, associant études historiques et études sociologiques, que nous pourrons parvenir à une véritable compréhension du développement de la société humaine. Radcliffe Brown, les années 51. Avec le soutien pratique de Roger Keesing, le premier symposium de la ASAO a eu lieu en 1967 à l'institution de Keesing, l'Université de Californie à Santa Cruz. Le seul sujet de la réunion était l'adoption dans les sociétés du Pacifique Est. La Mélanésie insulaire a été incluse à contre-cœur comme une concession à Keesing, qui a rédigé un document sur l'adoption parmi les Quayo Malaita dans les îles Salomon. À titre de comparaison, lors du symposium de l'ASO à 69, à Santa Cruz également,
5 sessions thématiques ont été organisées. Structure sociale dans les hautes terres et la Nouvelle-Guinée et les îles Pacifiques, présidée par Roger Keesing. Terminologie de la parenté en Océanie, présidée par David Schneider. Modernisation de la Micronésie, présidée par Francis McReynolds Smith. Système politique polynésien, présidé par Douglas Oliver et William Davenport. Et l'anthropologie des Gilbert, présidée par Martin Silverman et Henry Lunsgaard. Et finalement, une 6e session sur l'anthropologie sociale des Malaita, à nouveau, présidée par Roger Keesing. C'est 69. Par la suite, Vern Carroll a proposé une série de sujets pour le prochain symposium de la ASAO, notamment inceste, rôle de parent primaire, terminologie de parenté, l'affinité en tant que principe d'organisation sociale, stabilité conjugale et divorce, les femmes en tant que quasi-parenté, amis comme quasi-parentes, économie domestique, hommes-femmes, l'âge en tant que principe d'organisation sociale, implications économiques des liens de parenté élargis, pratiques sexuelles et leurs implications, développement psychosexuel de l'individu, la signification sociale de la possession de terre, heritage, type de biens, structure sociale et en Polynésie ou en Micronésie, ou de homologies fréquentes selon les demandes. L'expérience coloniale en Océanie orientale. Dans un certain sens, le cadre initial de Carroll pour une anthropologie sociale de l'Océanie pourrait être perçu comme un vaste espace d'investigation. Cependant, 8 de ces sujets pourraient être reclassés comme relevant de la parenté, 8 avec l'organisation sociale, 2 avec des sujets psychosociaux et 1 avec l'histoire de la culture. C'est-à-dire que nous avons remarqué, au moment de sa fondation, l'association américaine les plus importante et les plus actives en anthropologie en Océanie, avec des réunions annuelles et une adhésion durable et régulière entre 300 ou 400 personnes, a commencé avec une portée relativement centrée et étroite. Alors, après 50 ans, after 50 years, nous nous sommes demandé si cela était encore vrai de notre espace disciplinaire régional. Une analyse de la persistance ou l'émergence de sujets, thèmes, questions, méthodes, approches et cadres théoriques au cours de l'histoire de l'association révélerait-elle une association savante, conservatrice ou novatrice, ou quelque chose entre les deux? Afin de documenter cette tendance dans l'histoire de l'association, nous avons compilé une base de données de plus de 700 sessions. Where'd that go? Et la communication sur l'origine de l'association, naissante de l'association des années 67 jusqu'à 2017. Notre base de données comprend les organisateurs des sessions, les noms donnés en session, les auteurs et les titres des articles qui y ont contribué en session, où ces informations étaient disponibles et si, où et quand elles ont été publiées par la suite. Nous avons également codé chacune des sessions et leurs documents en fonction de leur thème et problématiques prioritaires, de leur région ou de leur île de concentration. Notre analyse, donc, c'est qu'une image de cette petite database de l'histoire de l'anthropologie dans les îles océaniennes depuis les années 60 pour les Américains. Right. Notre base de données comprend ce groupe des infos. Alors, notre analyse suggère que certains sujets et les sessions au cours desquelles ils ont trouvé l'expression ont été des préoccupations remarquablement persistantes. Sur 700 sessions réparties sur 50 ans, 124 ont été consacrées à des questions de process historiques, 107 à des préoccupations ethnographiques telles que l'expérience des terrains, les représentations des cultures étudiées, les impacts du colonialisme sur les efforts ethnographiques, les questions de rapatriement, etc. La nature de l'organisation sociale a été fondamentale pour 53 sessions, questions d'épistémologie, de conviction
a été central à 50 séances, séminaires, workshops. Quelques questions politiques à 45 sessions. Une quarantaine de sessions a été consacrée à questions de santé, d'économie et du genre pour chacun. C'est-à-dire qu'une ou plusieurs séminaires ont été consacrés essentiellement à ces sujets sur une base essentiellement annuelle. Ça donne à penser que les avancées sur les questions ou sujets sont restées incrementales. Et que peut-être les problèmes en main résistant à la résolution facile. Un autre groupe de sujets est entré et sorti, c'est-à-dire qu'ils semblent revenir périodiquement après un intervalle de 5, 7 ou 10 ans. Les principales distinctions entre les sessions cycling et les sessions perdurées résident dans la manière dont les préoccupations du cycling sessions apparaissent et déparaissent par opposition à une visibilité constante dans le programme. Un nombre impressionnant de sujets d'intérêt précoce pour le monde fondateur de l'association ont également suscité un intérêt croissant pour les cycling sessions ou les retours à fil de hand. Il s'agit notamment des conflits, rituels, adoption et education. Ces sujets aussi ont cette qualité classique remarquable, par tout à fait aussi persistante que le premier groupe de séances séminaires abordé. Cet groupe de séances cycling continue clairement de servir des fondements à la vision ou à la pratique de cette association d'anthropologie sociale dans la région. Parmi les sessions restantes, bon nombre ont été consacrés à des régions ou des lieux spécifiques. PNG aujourd'hui, questions relatives à la Micronésie, l'anthropologie des îles Gilbert, par exemple. En résumé, relativement peu de sessions de plus de 50 ans ont mis en évidence ce que nous avons identifié comme la qualité d'un sujet émergent. Parmi les exemples clés, on peut citer les changements climatiques et environnementaux pris en charge par les anthropologues à un niveau des plus récents. Ainsi, même si les anthropologues américains changeaient radicalement de théorie et de pratiques anthropologiques, notamment le fait vraiment remarquable que très peu d'anthropologues américains se reconnaissent aujourd'hui comme anthropologues sociaux, ce qui est relativement important. L'Association anthropologique américaine a maintenu et même nourri, lors de ses réunions, d'une manière ou d'une autre, une vision intérieure de l'anthropologie, basée entre autres sur Radcliffe Brown et les premières Salines. Individuellement, de nombreux articles présentent à la conférence de l'ASAO témoignent d'innovations remarquables, des sophistications théoriques et des connaissances transformatrices occasionnelles, comme un témoin des facteurs d'impact de diverses publications issues de ces réunions à fil de temps, ces conférences à fil de temps. Cependant, au niveau d'un vaste projet collectif et collaboratif sur plusieurs décennies d'années, les questions urgentes abordées par l'association semblent être, à une large majorité, fondamentales, classiques ou, d'une certaine manière, intemporelles. À l'instar de la discussion ci-dessus sur la relation entre l'organisation à long terme de l'anthropologie linguistique et des études linguistiques en Océanie, à la croisée de la diversité, de la pluralité et de la unicité, cette discussion du travail de ASAO est présentée de manière descriptive. La suggestion que cette association a été peut-être étonnamment conservatrice dans son objectif général n'est pas censée être une critique. Comme qu'on a noté, il y a bien longtemps dans la structure of scientific revolutions, le meilleur travail dans notre importe quel domaine peut généralement être classique dans un sens, enraciné dans le paradigme établi,
la science normale. Ou si vous êtes une pauperiste, on pourrait dire que c'est dans le cadre de traditions de travail particulières que nous sommes en mesure d'évaluer la falsifiabilité et donc la probabilité de validité d'un travail particulier. Cependant, encore une fois, on peut se poser la question suivante. Quelle urgence se profile à l'horizon? Si tous les problèmes et les thèmes durables ou récurrents impliquent dans telle réunion étaient en quelque sorte résolus, quelles questions, quels problèmes, quel domaine devrions-nous être prêts à nous engager? Réfléchis à ça que je pourrais contribuer à... OK, let me start again. Réfléchis à ça que je pourrais contribuer à ces colloques, mais rappeler le passage liminaire des techniques du corps de Mauss, Techniques of the Body. Une février de longue date qui me hante depuis mes études comme graduate student, il y a quelques 20 ans déjà. Mauss écrit, lorsque une science naturelle avance, elle ne le fait jamais que dans la direction de concrète et toujours dans la direction de l'inconnu, où l'inconnu ne se trouve qu'aux frontières des sciences, où se trouvent les professeurs, chacun dans sa gorge. C'est généralement dans ces domaines mal délimités qui se posent les problèmes les plus urgents. Bien que j'espère que nous ne nous retrouverons pas l'un contre la gorge des autres, je suis profondément intéressé par une anthropologie et une étude spécifique des problèmes urgents. Cet intérêt inclut certainement un discours sur les frontières de nos disciplines, de nos communautés épistémiques, de nos ontologies, de nos engagements politiques et sociaux partagés et non partagés, et peut-être plus fondamentalement de notre focalisation sélective sur les problèmes particuliers des recherches empiriques, des analyses et des réponses savantes. Permettez-moi de noter, pour anticiper la fin de cette discussion, que je suis également profondément intéressé par le fait que l'inconnu ne se profile pas toujours à loin, à l'horizon. Certaines frontières scientifiques et critiques, et les préoccupations contemporaines des communautés océaniennes sont peut-être plus proches de le ici et maintenant, here and now, qui est visible dans la littérature récente, ou dans nos recherches disciplinaires, interdisciplinaires ou métadisciplinaires, même des individuelles et collectives. En d'autres termes, même si nous continuons collectivement à nous attaquer à des problèmes persistants d'anthropologie régionale, des sociologies, des études politiques, de la linguistique et des études du Pacifique en sens large, certains problèmes urgents persistent, pouvant nécessiter un regain d'énergie. De plus, nous risquons déjà d'être en retard, même si j'espère n'est pas trop tard, sur certains problèmes, des problèmes urgents auxquels l'Océanie après demain est confrontée. Abordons un instant la question de savoir quels problèmes sont urgents et où et comment ils sont situés. Une catégorie de problèmes urgents auxquels sont confrontés les chercheurs contemporains et les communautés humaines au sein et parmi lesquels ils se trouvent sont ceux qui ont reçu le nom plutôt sinistre « wicked problems ». Comme les notantes des Fries and Agenda, les problèmes redoutables sont ceux caractérisés par le caractère incessable d'une résolution finale et par l'absence de panacée. Les wicked problems mettent en évidence des liens et des couplages entre domaines, comme lorsque deux domaines qui ne sont normalement pas considérés dans le même souffle sont complètement impactés et en interaction. Problème des communautariabilités disciplinaires, par exemple, lorsque des universitaires et des praticiens ou même des décideurs politiques possèdent une expertise notable et efficace dans leur propre domaine.
Quand leurs méthodes, leur épistémologie ou même leurs conclusions fondamentales sont difficilement évaluables ou compréhensibles par des spécialistes travaillant dans des domaines différents et parfois même pour ceux qui travaillent dans des proches domaines d'expertise disciplinaire. Les wicked problems mettent souvent aussi en évidence une complexité formelle telle que l'émergence, une dynamique non linéaire, une hétérogénéité spatiale et temporelle et des liens croisés. Les phénomènes émergents sont illustrés par des mouvements à travers l'échelle. Par exemple, il est notoire que les consciences humaines apparaissent comme une propriété émergente d'un système, neurosystème, au sein d'une certaine biologie. Mais, bien sûr, de nombreux systèmes naturels humains démontrent des qualités émergentes telles que les courants sociaux décrits par Durkheim au sein de sociétés particulières et des moments historiques particuliers. Enfin, les wicked problems résistent à la visualisation et démontrent une sensibilité au contexte, c'est-à-dire qu'ils sont difficiles à percevoir dans leur intégralité ou pouvant semblent radicalement différentes en fonction de la perspective. Il n'est pas difficile de constater que l'urgence, qu'elle soit martienne ou plus généralement, est une autre dimension formelle de wicked problems. De même que les wicked problems nécessitent une attention urgente. Le tambour insistant du temps qui passe bat non seulement à un rythme rapide, mais peut-être même à un rythme accéléré. Et il n'est pas difficile de noter que nous vivons dans une période qui met de plus en plus en évidence l'urgence de vulnérabilité, des fragilités et des instabilités des systèmes humains et naturels, ici à l'Océanie, dans les îles Pacifiques, en raison des changements technologiques, sociaux et politiques, de la dégradation de l'environnement, du changement climatique et des autres raisons. Right. Et des autres exemples de ça que Quels appelle les facteurs de risque dans toutes ces dynamiques. Les vents de tempête liés et les changements architectoniques dans l'ordre mondial néolibéral et les contextes écologiques, environnementaux, climatologiques changeants remettent en question le soutien fondamental apporté en moyen de subsistance à la subsistance et à la souveraineté quotidienne des communautés de l'Océanie et pouvant générer des nouvelles questions urgentes à qualité familière et des qualités inconnues jusqu'à maintenant. Dans la suite de cet exposé, ce petit discours, cette petite conversation, j'ai attiré l'attention sur des nouvelles trajectoires dans certaines zones des études sur le Pacifique que je connais bien à cause de travailler sur lesquelles j'espère dégager à la fin quelques idées sur le genre de choses à laquelle nous ne participons pas avec une urgence suffisante. Right. 3 petits exemples. Par exemple, pour la linguistique, il faut maintenant que nous changions notre attention pour les personnes qui essaient de documenter et conservent le langage océanien, de documenter pas juste les codes, les systèmes formels de langage, mais aussi les systèmes de langage vivant, le pragmatique, le rituel, les poésies et toutes les choses qui se donnent la vie à le langage, la vie actuelle. C'est pas normal pour les linguistes. Normalement, les linguistes, ils gardent les codes de langage, mais il n'y a pas le temps d'engager toutes les manières avec qui le langage se trouve sa vie vraie. Un exemple. Deuxième exemple, cette question de souveraineté. Maintenant, dans l'Océanie, on trouve que quelques types de nouvelles gouvernances sont en train de s'émerger. Voilà une possibilité d'une question d'urgence. Qui sont les alternative sovereignties qui sont en train d'être exprimées, développées, implémentées par les politiciens, les dirigeants des gouvernements ici dans la Polynésie, dans la Micronésie ou dans les pays de l'Océanie sud-ouest. Par exemple, les mots de the Prime Minister of Cook Islands, Henry Puma,
les mots de président Tommy Remingensau de Palau, les mots de Pelihaufa, l'anthropologue de Tonga. On peut regarder c'est un discours en train de s'émerger pour cette question de la souveraineté alternative, qui n'est pas exactement la souveraineté westphalienne qui nous expecte. Un dernier exemple, je laisse à cause du temps le note. On peut imaginer que c'est nécessaire maintenant de s'engager l'histoire politique ou géopolitique ici dans l'Océanie dehors de cette pattern bilatéral. Normalement, on discute les pays de l'Océanie, les culturelles et sociétés océaniennes, comme ils sont attrapés dans un rapport entre les pouvoirs coloniaux ou former colonial power, les pouvoirs anciens coloniaux, et les pays océaniens. C'est un rapport bilatéral. Mais actuellement, les politiques sont toujours locales. Et il faut que nous fassions plus d'attention à l'avenir, à le rapport entre les îles. Les îles, même dans le même pays, qui n'est pas exactement homogénéisé à niveau culturel, social. Mais c'est qui dans les chercheurs maintenant qui vraiment suivent les politiques entre les îles dans la même société, les vraies politiques, pour demander comment ça marche les politiques locales comme un phénomène émergent qui fait les différences à niveau régional, ou national, régional, global. Qui sont les liaisons multilatérales entre les pays dans l'Océanie qu'il faut faire attention. Et dans ce moment, avec l'entretien de Chine ou de l'Indie dans les îles Pacifiques, maintenant, the multilateral future of Oceania is more visible than ever now that China and India have begun to make it obvious that it's no longer possible to discuss the region as if it's only a set of relationships between the United States and its possessions, or France and its possessions, or Australia and Papua New Guinea. Right? Cette vision multilatérale est vraiment urgente, mais c'est pas déjà né. Ça reste toujours dans l'avenir. OK. Sensible de le passage de temps et sensible d'être réunis ici dans le contexte d'un moment historique où de nombreuses personnes dans cette salle sont profondément engagées dans leur réflexion sur la spécificité de la situation de Kanaki Nouvelle-Calédonie. Je convoque néanmoins l'Océanie en tant que région vaste et en expansion située dans un moment collectif d'urgence établie et émergente. So, une urgence établie et une urgence émergente. Certaines de ces urgences sont en vue. L'évolution de la géopolitique, la place de la Chine dans le Pacifique, la question de la souveraineté pour des communautés océaniennes spécifiques, y compris des nouvelles formes potentielles de conception de la souveraineté enracinées dans la façon de voir, de concevoir, d'expérimenter et d'agir à la fois envers le monde naturel et sociopolitique. L'essence de l'indigénéité, et la question du statut politique des différentes personnes dans un climat de plus en plus mobile, mondialisé et multiculturel. Les réponses au changement climatique et à l'état environnemental, ainsi que les inquiétudes et les risques entourant les personnes perçues ou redoutées, notamment la dégradation écologique massive et la perte d'espèces et de biodiversité, et les conséquences sur les pratiques culturelles qui étaient mêlées à ces environnements et aux espèces de leur écologie. La gouvernance des ressources naturelles pour les industries d'extraction établies et les nouvelles industries d'extraction, la formation et la gestion des protèges marines des grandes aires, large-scale marine protected areas, et la gestion et la conservation des espaces marins et les ressources. La réconception de l'Océanie en tant que continent bleu et des états de l'Océanie en tant que partenaire d'une mer des îles, fondamentalement partagés. Ce sont toutes des trajectoires de recherche savantes dans la région qui ont été établies depuis longtemps et qui mettent en évidence des zones qui ont été des foyers persistantes ou des zones de préoccupation qui
qui nous pourrons percevoir comme cycliques ou récurrentes. Cependant, permettez-moi de terminer en notant qu'il existe également des domaines de préoccupation qui demeurent quelque peu fascinants, un peu être problématiques à l'horizon de notre attention. La biotechnologie, intelligence artificielle, les robots, big data, monétisation des données personnelles, des informations personnelles, la sécurité des informations personnelles et digitalisées, la virtualisation, l'accélération, l'émergence de corporations comme sovereigns. Aucune d'entre eux n'est gêné des papiers soumis à des reviews régionales. None of these topics are showing up in any papers that are circulating in my journal or JSEO or the Journal of Oceania, Society of Australian Anthropologists, TAJA or TAPJA. Dans nos journaux pour les sciences sociales et les sciences humaines sur l'Océanie, il y a ce grand groupe de topics urgents qui sont vraiment déjà engagés avec notre vie de tous les jours, notre vie quotidienne, qui on se moque tout à fait un discours proche avec les questions d'indigénéité, culture, l'histoire de culture, l'histoire de langue, l'avenir du langage, l'avenir de pulpe océanienne. Mono, the sovereign corporations, they're coming for our data, including the data of indigenous people all over Oceania. But who's thinking about this future? On peu de monde. OK. Aucune de ces dimensions critiques de l'Océanie après demain ne semble faire partie de nos conversations régulières. La question urgente particulière qui a émergé de cet exercice de réflexion, maintenant, sur les trajectoires historiques et contemporaines dans les études sur le Pacifique, était que l'intersection entre ces technologies perturbatrices à une époque de changement rapide à l'échelle mondiale avec l'échelle locale problèmes particulièrement méchants auxquels nous aurons peut-être aussi besoin bientôt de faire face. Donc, qui peut organiser les trajectoires des études océaniennes après demain? Serait-il unifié ou très diversifié? Serait-il pluraliste et tombé dans le chaos des disciplines? Ou serait-il innovatif et suivant les émergences et les urgences de demain? Merci. Merci beaucoup Alex pour cet exposé qui a ouvert beaucoup de pistes. Je pense qu'il y a des questions, il y a des demandes de prise de parole. Une chose, j'ai une copie en anglais qui était plus loin et beaucoup plus mieux. Si vous voulez, je suis content d'envoyer le draft en anglais. Mais tu n'auras pas le choix, on va l'apprendre. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Serge? Serge. Petite question, juste d'information. Quand tu parles des alternative sovereignty, that whole topic, est-ce que tu peux en dire un petit peu plus, parce que tu as cité 3 dirigeants, mais tu n'as pas cité leurs mots. J'ai jeté une section qui discute cette question des alternative sovereignties. Alors, c'est OK si je discute en anglais? So one of the things that's been very interesting in the last years has been really the discovery that the conversation around sovereignties across disciplines in Oceania has been fundamentally conservative. Another example of the kind of story I was trying to tell, when we look at the history of interdisciplinary studies in Oceania in the realm of sovereignty, we once again discover that sort of like anthropology in general or linguistic anthropology, there has been a history of research fundamentally organized around the question, are Pacific Islands nations acquiring or not acquiring Westphalian sovereignty? And how is Westphalian sovereignty playing out in the post-colonial arena of contemporary Pacific Island states, nations, and countries? So this is a sort of foundational observation,
right? And about, I think, 6 or 7 years ago, we started seeing, or one starts to see, a new kind of trajectory in regional work. People start realizing that some of the ways that actual political states are organized suggests that the kind of ideas about the foundation of the right to govern, the foundation of the right to belong to government, to be governed, and the organization of relationships between states does not necessarily look like or resemble, right, a sort of Westphalian sovereign conception, which would be fundamentally based on a bounded nation that is internally homogenous and which is policing its discrete borders. So in the words of quite a few different kinds of actors across Oceania today, and in a paper, so I've just written this paper with Tamatoa Bambridge and Paul Darcy. It's coming out in German, actually, of all things. But we're working on the English language version now, which will be longer. So we actually started with Apeli Haofa and did a reanalysis of his 2 big papers, RC of Islands, published in the world's greatest journal, and The Ocean and Us. And it's interesting, Apeli Haofa, he has almost nothing to say about sovereignty. That was the thing we started with. He uses the word one time. This is almost incredible, by the way. If you go back and look at Apeli Haofa's 2 most important essays, he uses the word sovereignty once in a very limited manner. But we began to, and this is the piece we've just published, we began to wonder, actually, are both of Apeli's biggest papers only about sovereignty? Mm-hmm. And about a sovereignty that's founded in Oceanian being. To be an Oceanian, Apeli says, isn't to belong to one ethnic community or one political community. It's to have a particular kind of relationship to the ocean, in fact. And so this Oceanian personhood, Apeli argues, produces a new kind of political constitution that could bind Pacific Islander communities together as political actors across national borders, across boundaries. This would be an example of one kind of alternative sovereignty. So when you look at what Henry Puma is articulating in the Cook Islands, when he speaks about the future of the Cook Islands, or Tommy Regimensal's speeches at the UN, he's the president of Palau, or others. So we've started to track the actual discourse of Pacific leaders. And it's very interesting. Pacific leaders, when they are speaking today at the UN, they'll summon, consciously or unconsciously, this very alternate vision of who is actually part of this political we, and who has the right to determine the future of governance in this region. So that's, I guess that's where this is going. I hope that helps a little bit, but there's something very interesting happening right now, and it's newer, right? So the counter paper would be like Stuart Firth's 1989 paper on sovereignty and independence of Pacific states, also in the contemporary Pacific. So Firth's paper really organizes a large conversation around sovereignty and colonization and decolonization. It looks like the centerpiece of that conversation, but it's no longer where that conversation should be, I would say. Autre question? Je dois discuter les choses en anglais. Je peux discuter en français si c'est mieux. Non, non. Est-ce que... Jemima. No props. You said that there was an absence of research in certain domains. And I was wondering why. So I really appreciated the chance to join you today. Thank you so much, this chance to be here. And this exercise, this chance to think about what I would say about trajectories or about the future of Kanaki New Caledonia, or cette question de qui sont les études océaniennes après demain. It was very interesting. And so when you ask me, you know, what I think, why I think some of the things we study are so seductive and aren't being finished, why we keep getting called back to certain classic questions and certain foundational issues again and again, and why more of us aren't innovative. I think I was trying to, so in the 2 examples, the first on linguistic anthropology, I think we're all trained in disciplines. Our disciplines give us theory machines, ideas about the nature of what we should study and why. And it's very hard to escape those theory machines. In linguistic anthropology, this question about the fundamental nature of the possibility of diversity of languages is a theory machine that calls us back again and again and again. It's very seductive. For anthropologists in Oceania, despite the fact that basically social anthropology has been dead for decades for Americans,
None of us are social anthropologists. When we get together to do anthropology of Oceania, again and again, the only major American anthropological association who works in this region, we can't escape these fundamental questions. They re-seduce us. It's not that we don't do new good work. There's always new good work to do. My point wasn't critical. It's just we keep getting re-seduced by the possibility that it is only within normal science, as Kuhn calls it, the structure of scientific revolutions, that it's only inside these procedures for evaluating work that we know how to evaluate that we feel comfortable. I think we're too comfortable. I think we're seduced by comfort. And I think many of us do not do the kind of training across disciplines that's necessary to break out of these intellectual traditions or histories. And it's a problem. Because tomorrow's is, I love this. I'm so excited to be here and to listen to all of our talks, many of which are quite classic, and all of which point to les études océaniennes et Kanaki Nouvelle-Calédonie après, demain. Donc, je critique pas notre ensemble, être ensemble ici avec notre groupe de discours. But here's the question. I would just ask, how is big data going to change what it means to be Kanak tomorrow? How is the virtualization of our worlds, when our young people are spending more of their times inside virtual worlds, it's coming. It's really coming. Not the screens. I'm not even talking about these screens. I mean, you put the headset on and these things and inhabit a space like a classroom for hours a day. And this isn't really après demain. C'est que demain. The technologies already exist and they're already showing up in people's lives. The presence of these robots in American homes, Alexa and Echo, these machines that are always on and that are very interactive. They are now in 30%, something like 30% of American homes. It's expected to be 50% by Christmas, which is to say that there is a constant big data presence expected to be in every US home within years. Now, I work in Mangareva. I started working in the Gambia Islands in la Polynésie Française in 1997 and 1999. There were no cell phones. In 2001, when I started my doctoral research, there were 5 computers. I had one of them. Another one was my wife's. When I went back in 2010, everybody had a smartphone and was totally wired. And it just took a day. It was really just one day, really. When they showed up, it showed up in a day. When these disruptive technologies show up in Oceania, they are going to disrupt our attempts to conserve, preserve, and honor the work of the ancestors of Pacific peoples. But how much of our work is given to these topics? So little. So I've been the editor of the Contemporary Pacific. I love my journal, but there are other great journals. I don't want to be a jerk or anything, right? In this journal, I've seen some wonderful papers in the last 5 years when I was associate editor. I haven't seen one that really asked a question that was a disruptive question. When people write their great papers for the big journals, they send off not maybe safe papers, but papers that are inside these histories of disciplinary conversation. Papers that seem important and are important because they interact with these histories of scholarship and push those histories of scholarship forward. But I would encourage anybody who's asked me to come speak, both as an editor and just as a colleague or a friend, respect, to think about how your scholarship and your expertise could maybe be opened up and how whatever it is you know could, right, make possible a different kind of conversation with tomorrow. How is it that the work that you've done for decades to establish your expertise, the expertise that's hard won, you worked for it over years, right? Really could be fait ouvert, made more open à quelques autres questions urgentes, made more open to other urgent questions than the ones you've been following. Yeah. Thanks, Alex. J'ai une petite question également, puisque tu as bien mis en évidence à la fois la remise en cause des perceptions qui sont des perceptions conservatrices dans les études océaniennes, et également l'émergence donc de souveraineté alternative par rapport au modèle westphalien. Mais on voit bien comment ceci rentre en contradiction, rentre en clashes avec ce que tu viens de décrire en fait, c'est-à-dire un déséquilibre majeur en termes de vecteurs de dissémination, de contrôle, de gestion et de partage de l'information, à la fois du point de vue de qui détient la technologie,
dans un premier temps, et également quel est le support, le vecteur linguistique de cette technologie. En d'autres termes, quand tu disais que les puissances coloniales, quand on parlait de multilatéralisme tout à l'heure, et qui serait un multiculturalisme en dehors des perceptions traditionnelles de relations des anciennes colonies avec leurs anciennes puissances tutélaires, ici, on a quand même encore toujours une présence qui est une présence inévitablement des anciennes puissances tutélaires à travers le fait linguistique. Hey, thanks for asking such a simple question. So I think for languages, just to focus in on one part of this, language is an exemplary domain for thinking about these kinds of these issues of rapidly accelerating trajectories of change and new technologies. There is a great deal of hope and excellent evidence. So at UH10 we have, I think, the biggest conference on language documentation and conservation for indigenous languages anywhere on Earth, and we have that's the primary focus of our linguistics department today, which is usually considered the #1 department for this kind of linguistics in the world. And at these meetings, which I've attended for the last 6 years, at these meetings every year we see these transformative technologies being used to help preserve and maintain and teach endangered, severely endangered, or possibly lost languages. Thank you so much for this. My concern every time I see these presentations is that the folks who have coded those softwares, who are typically software engineers in Stanford or Berkeley, have without any ill will whatsoever, built in a semantic ontology that's fundamentally English, that at the level of code, at the level of how the software works. For example, some of the technologies we're using to, for instance, preserve our local languages in the region are being condemned a second time. Right, so just I think I understand increasingly that Jan is an expert or a scholar of this area, and I would just, this is a really lovely example of what I mean by sort of an urgent question and an innovative question. A cutting edge question is, how can we use new technologies to preserve endangered languages? That's a current, people are asking that question, but I think the next step question is, are there things inside those technologies that are fundamentally opposed to the very goals of preserving indigenous or regional languages? Because at the level of the coding of the software, the semantic ontology, as a software engineer would call it, of the software, using the software already at a cognitive level is already changing how your mind works. Right. So thanks for that. I would say that's what you came to mind as you were speaking. Yeah. Une question. C'est... Oui, merci. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé des problèmes de gouvernance un peu, hein. Et donc, moi, ma simple question, c'est de dire qu'ici en Nouvelle-Calédonie, on a des compétences. On a des compétences à partager. Le problème, c'est trouver la bonne gouvernance. Donc, au niveau pays, au niveau politique, au niveau social. Donc, je pense que c'est ça un peu l'objectif. Ce qui prévaut, c'est essayer d'identifier et aller à la recherche de cette société-là pour qu'il y ait une bonne gouvernance qui tient compte pour une équité, hein, pour une équité qui rentre dans le cadre du projet de ce colloque-là, le projet multiculturel. Donc ce n'est pas tellement en termes de compétences, mais c'est trouver la bonne gouvernance. Et quand on revient dans les îles du Pacifique, souvent les artistes ils déclament souvent le Pacific Way. Mais est-ce qu'on peut adapter cette formulation-là, moins folklorique, mais aller dans le sens de l'éthique par rapport à une gouvernance d'une politique du Pacifique, quoi. Yeah. Voilà. Donc, pour revenir plus simplement, c'est-à-dire que ici en Nouvelle-Calédonie, on a des compétences, on a des centres de recherche ici, même à l'université, même
À Tahiti aussi, hein, il y a aussi des universités. Maintenant, comment on converge pour trouver une congruence des savoirs, pour essayer de faire émerger une bonne gouvernance qui gère justement le Pacifique. C'est un peu utopique, mais bon, voilà. C'est une question ouverte. Merci, hein. J'adore cette question. Et actuellement, pour moi, c'est bien lié à la question de Serge Tcherkezov sur cette question de alternative sovereignties. Good governance, bonne gouvernance, ici dans le Pacifique, c'est pas difficile de trouver. Actuellement, il faut commencer avec les communautés. C'est déjà là. On peut trouver les bonnes gouvernances dans presque chaque communauté océanienne, même ici à Kanaki, Nouvelle-Calédonie, et même dans la Polynésie française. And I think this is another example of, moi je pense que c'est aussi un exemple de souveraineté alternative. Je peux te donner un contexte à la Polynésie française, où je travaille maintenant dans ce projet avec Tamato Bambridge sur le Hawai'i à Tahiti, dans la côte sud de Tahiti, Chairapu Coast et à Chaupo. La communauté là, à Chaupo, la côte sud de Tahiti, a organisé, ça fait 4 ans, un nouveau système qui était implémenté dans la loi à Tahiti, de réimplémenter les gouvernances marines sur le Hawai'i, cette pratique ancienne. And to switch in English, I'll speak, it'll be easier for me to speak about this in English quickly. Right, so good governance in Tahiti is now very visible, for instance, for marine spaces. A local community group about 4 years ago in 2014 managed to convince the Territorial Assembly to pass a series of laws and executive orders that made possible re-implementing a traditional cultural practice, not as a cultural practice, but as the law. So this both is an example of a community establishing a new kind of sovereignty again over its marine space. It's not the state that's sovereign, it's the local community. And an example of the Territorial Assembly listening to its community in this space of governance. The result has been extraordinarily good. In just 4 years, this is a very monitored site, the first of these sites. In 4 years, they've seen fish biomass go up by 400%, fish catch effort go down by 50% for the subsistence families that live along this coast. The fish size has in just 4 years for this Hawai'i space, it's been implemented not just as a community practice, but as the law. Fish size has begun to increase for the first time in decades. The average size, the taille moyenne des poissons, is increasing in this space, and other good outcomes. And the result has been in the last year, 13 other communities along Tahiti's southern coast have begun to implement the same kind of hybrid governance or alternative governance as this first community at Chaupo. So I think good governance is, as you say, available or visible in the Pacific way, in community after community. And I think we can be at least a little bit hopeful if national governments or regional governments are willing to listen. Je peux juste ajouter, parce qu'il parle de l'implantation d'une pratique traditionnelle au niveau de la gouvernance, mais il utilise le mot Rahui, donc un mot polynésien. C'est en fait le droit à par la population locale, que ce soit le groupe entier ou la chefferie, avec l'accord, d'établir un interdit temporaire sur une aire délimitée, sans que ça doive passer par tout un appareil gouvernemental. Donc, à partir du moment où il y a la possibilité que les communautés locales puissent gérer eux-mêmes, mais ça devient force de loi, les interdictions ou les périodes de pêche, puisque c'est de ça dont il parlait, c'est en fait comme si, au niveau du pays ici ou de la France, les permis de pêche, c'était plus la préfecture, mais c'était les communautés locales suivant les conditions. C'est bien expliqué. Merci.